Est-ce que vous connaissez BlackRock? Sans doute que vous en avez entendu parler durant le mouvement contre la réforme des retraites. BlackRock est une société américaine, un fonds de pension, un gestionnaire d'actifs accusé d'avoir influencé la réforme des retraites pour ses intérêts qui sont ceux d'un système par capitalisation. Mais c'est aussi un gestionnaire d'investissement qui intervient dans les secteurs bancaires ou encore dans les énergies fossiles très polluantes. Sauf que la Commission européenne a choisi BlackRock, suite à un appel d'offres pour la réalisation d'études sur les finances durables, donc du conseil sur des questions environnementales. Qu'est-ce que cela nous dit de l'Union européenne ou du moins de la Commission européenne? Est-ce que finalement ce n'est pas la démonstration que cette institution n'entend pas les aspirations des peuples européens qui veulent du changement pour un lendemain plus écologique, plus social, plus solidaire? Pour répondre, j'ai contacté Maxime Combe, économiste et porte-parole d'Attac. Suite à un appel d'offres, on a vu que la Commission européenne avait choisi BlackRock pour des missions de conseil sur les questions environnementales. Alors vous, en tant que porte-parole d'Attac, quelle est votre réaction quand vous apprenez ce type de décision? Je pense qu'elle est choquante et qu'elle choque l'opinion publique parce qu'on ne peut pas demander à celles et ceux qui sont aujourd'hui responsables notamment des financements contraires à la lutte contre le réchauffement climatique. BlackRock est un des plus gros investisseurs internationaux de fait dans les énergies fossiles, est un des acteurs qui a le plus pesé au sein des conseils d'administration des multinationales à l'échelle planétaire pour empêcher que des résolutions dites pro-climat soient votées dans les assemblées générales de ces entreprises. Ce n'étaient pas nécessairement des résolutions qui allaient transformer le capitalisme, mais même cela, ils ne l'ont pas accepté. Et donc les voir effectivement choisis par la Commission européenne pour donner des conseils à la Commission européenne sur ce qui doit être vert et pas vert sur les marchés financiers, dans les produits financiers, est extrêmement choquant. Après, c'est relativement habituel de la part de la Commission européenne d'aller chercher des intervenants extérieurs et souvent des parties prenantes du sujet pour se faire conseiller par ces parties prenantes-là, par ces banques, par ces entreprises, pour se faire conseiller sur les sujets sur lesquels elles vont être amenées à réguler et qui vont concerner ces mêmes acteurs-là. C'est relativement classique et finalement ça démontre une chose, c'est que la Commission européenne n'a pas nécessairement les compétences en interne sur toute une série de sujets et c'est donc un sujet démocratique fondamentalement de considérer que les pouvoirs publics doivent avoir la compétence et la capacité d'expertise en interne pour ne plus contracter avec des intervenants extérieurs qui sont par ailleurs partie prenante des régulations que les pouvoirs publics devraient prendre. Ça, c'est le problème en fait, finalement, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts, parce qu'on l'a vu, BlackRock est très investi dans le capital de grandes entreprises, et il y a un lien avec des secteurs liés à la construction, au pétrole, au secteur bancaire, et finalement, en fait, on se retrouve en plein conflit d'intérêts dans des secteurs qui sont justement très polluants. Donc BlackRock est un gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire qu'il gère les actifs financiers de plein de fonds de pension, de plein d'assureurs et de gens qui ont besoin finalement de confier à quelqu'un meilleur qu'eux le placement sur les marchés financiers de leur épargne ou de leurs actifs financiers. Et donc ça, c'est la plus grosse branche de BlackRock, c'est celle qu'on connaît, c'est ce qui fait aujourd'hui de BlackRock un mastodonte international extrêmement puissant, qui siège dans un nombre considérable, des milliers et des milliers de conseils d'administration d'entreprises aux quatre coins de la planète. Donc ça en fait un acteur extrêmement puissant à l'échelle internationale, quand bien même il ne possède que 3, 4, 5, 6% de chaque entreprise, parce que de fait, quand il dicte une façon de faire, une marche à suivre, ça s'applique finalement à des milliers d'entreprises au travers de la planète, des milliers de multinationales au travers de la planète. Mais BlackRock a également une branche de conseil auprès des pouvoirs publics, auprès des gouvernements, auprès des institutions, quelles qu'elles soient. Et donc BlackRock intervient très régulièrement pour ces pouvoirs publics-là, pour leur donner des conseils ou pour intervenir sur des politiques qui doivent être mises en œuvre. Et donc BlackRock est intervenu par exemple dans la gestion de ce qui est appelé la crise grecque. BlackRock est très régulièrement sollicité par les pouvoirs publics. La Commission européenne a sollicité BlackRock plein de fois sur la question des retraites, sur la question des marchés financiers et tout ça. Et donc c'est effectivement une source potentielle de conflit d'intérêts. BlackRock se défend en disant que ces deux entités-là au sein de son entreprise sont très largement différenciées. Et à partir du moment où vous avez obtenu des informations relativement importantes sur les politiques que l'Union européenne va mettre en œuvre en Grèce, ou sur ce que souhaite réellement faire l'Union européenne, la Commission européenne en matière de régulation sur les marchés divers, sur les marchés financiers, eh bien vous êtes en position de force pour derrière éventuellement effectivement utiliser ces informations-là. Quoi qu'il en soit,
qu'il y ait conflit d'intérêts ou pas, que BlackRock soit en mesure de réellement séparer ces deux activités. Le problème est un problème de nature fondamentalement démocratique, qui est finalement de confier à des acteurs privés externes des conseils sur des politiques d'intérêt public et d'intérêt général qui devraient être prises sans qu'il y ait le moindre risque de ces conflits d'intérêts. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle il faudrait que la Commission européenne dispose des compétences en interne pour mener ces travaux-là et ne fasse plus appel à des contractants extérieurs. Par ailleurs, c'est extrêmement problématique du point de vue de l'opinion publique, parce qu'à partir du moment où vous renvoyez l'image à l'opinion publique qu'effectivement, il y a un conflit d'intérêts potentiel entre BlackRock, qui va être régulé par des régulations sur lesquelles elle a elle-même donné ses conseils ou ses recommandations auprès de la Commission européenne, là on a quelque chose qui est inextricable et qui est extrêmement problématique du point de vue démocratique et du point de vue de la capacité à laisser penser que les régulations qui vont être prises le sont au nom de l'intérêt général et pas au nom d'un intérêt particulier. Cela, même s'il y a une séparation de la filiale de conseil. Alors, ce n'est pas des filiales à l'intérieur, ce sont plein de deux divisions. BlackRock nous dit qu'ils ont construit des murs infranchissables, des pare-feux infranchissables entre les deux pour penser que les informations qui sont d'un côté ne seront jamais transmises de l'autre. Mais tout cela, c'est des effets d'annonce, c'est des annonces de BlackRock auxquelles on est supposé croire. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous avons au contraire besoin de clarification, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin d'éléments sur lesquels l'opinion publique puisse clairement avoir confiance sur le fait que les régulations qui vont être mises en œuvre sont des régulations qui sont prises au nom de l'intérêt général. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand on voit le résultat des décisions qui sont prises par la Commission européenne et des propositions qui sont faites notamment en matière de régulation des marchés financiers ou en matière de transition écologique ou en matière de finances vertes, on se rend bien compte que ça suit des intérêts qui sont largement contradictoires avec l'intérêt général. Et donc du coup, là, on a effectivement quelque chose qui se noue, qui est extrêmement problématique et qui devrait être aujourd'hui dénoué et donc du coup extrêmement séparé avec un pare-feu non pas au sein de BlackRock, mais un pare-feu entre les institutions qui sont supposées incarner l'intérêt général, les pouvoirs publics, la Commission européenne, nos gouvernements, nos administrations, nos collectivités territoriales. Entre donc ces institutions-là, le pare-feu doit être instauré et les acteurs privés et les acteurs type BlackRock, les multinationales, qu'elles soient de l'énergie, de la finance ou autre. Est-ce que ce n'est pas aussi un signal un peu provocateur de la part de la Commission européenne? Parce que BlackRock, on en a beaucoup entendu parler pendant le mouvement contre la réforme des retraites. C'est un peu un symbole fort aussi du business as usual. C'est un peu un représentant de l'ancien monde finalement, cette multinationale. Est-ce que là finalement on n'est pas aussi dans des signaux qui sont envoyés un petit peu voilà, aujourd'hui Sincèrement, sur cette question-là de BlackRock et ce contrat en particulier, je pense que la Commission européenne ne s'est même pas rendue compte du problème initialement et elle se rend compte a posteriori que ça génère quelque chose de très important du point de vue symbolique. Mais effectivement, c'est symptomatique d'une incapacité à tenir compte de la nécessaire transformation des politiques publiques et de ce qui doit être mis en œuvre. La Commission européenne, depuis toujours finalement, a considéré qu'elle serait plus compétente et plus à même de mettre en œuvre des politiques qui soient adaptées en réunissant toutes les parties prenantes, comme ils disent, tous les stakeholders, qu'ils vont consulter et sur lesquels ils vont se renseigner ou travailler avec eux pour définir quelles sont les politiques à mettre en œuvre. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'on voit que du coup, les résultats de cela sont des politiques qui sont favorables à certains types d'intérêts et pas à d'autres. Et donc oui, c'est symptomatique aujourd'hui d'un refus de transformer profondément la façon dont on fabrique la loi, la façon dont on fabrique la norme, la règle, et symptomatique d'une volonté qui consiste à considérer que finalement on pourrait trouver des accommodements raisonnables entre l'intérêt général, les intérêts particuliers des multinationales, des acteurs économiques privés. Et on le voit sur toute une série de sujets, la question climatique en est un. Sur toute une série de sujets, on a besoin au contraire de régulations qui soient contraignantes et qui aillent à contrario des intérêts des acteurs privés pour les pousser et les obliger et ensuite les contrôler dans leurs activités pour que ça réponde à des exigences d'intérêt général. C'est pas inhérent, ce type de décision, à ce qu'est aussi l'Union européenne? Non, c'est inhérent à ce qu'est la Commission, à la façon dont la Commission produit son expertise. On n'est pas du tout en train de parler des traités européens et tout cela. Après, ça, si vous voulez, ça symbolise le fait qu'il y ait des liens extrêmement forts entre les milieux financiers et l'Union européenne, mais c'est également le cas entre le gouvernement français et les milieux financiers.
En fait, l'Union européenne est en incapacité de mener ses politiques écologiques. Alors, il faut faire attention quand on parle de l'Union européenne. Ça peut être soit la Commission, soit le Conseil européen, soit le Parlement européen, et qui n'ont pas toujours les mêmes positions sur les trois sujets. Ce qu'il se passe, c'est que la nouvelle Commission européenne s'est faite nommer de fait sur une promesse qui est celle d'un Green Deal européen, d'un pacte vert européen, que toutes les politiques européennes des mois à venir, des années à venir, allaient être réévaluées à l'aune de l'impératif climatique, de l'impératif écologique. Nous étions extrêmement attentifs et également nous doutions de la réelle volonté de la Commission européenne de faire en sorte que ce soit vraiment le cas. Et nous avons encore plus de doutes aujourd'hui, de doutes qui sont alimentés à la fois par les tergiversations de la Commission elle-même. On sait qu'il y a la volonté au sein de la Commission européenne, poussée par un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, et pas simplement des États des pays de l'Est, mais également une absence de volonté des pays de l'Ouest qui n'ont pas clairement affirmé que la lutte contre le réchauffement climatique restait la priorité au niveau européen. Il y a effectivement la volonté de repousser un certain nombre de décisions, même si ces décisions n'étaient pas révolutionnaires, elles auraient permis d'améliorer la lutte contre le réchauffement climatique, et de les repousser de plusieurs mois, d'un an, et finalement on ne sait pas quand. Et par-dessus cela, donc il y a quelque chose aujourd'hui qui est à la fois présent au sein des institutions européennes, de repousser à plus tard l'ambition écologique, et c'est alimenté également de l'extérieur, effectivement, par le lobbying assez forcené, assez direct et continu de l'ensemble des lobbies du business européen, que ce soit Business Europe, qui est le MEDEF européen, qui est dirigé par Pierre Gattaz aujourd'hui, et qui vient d'envoyer une lettre au commissaire en charge du Green Deal, lui demandant de repousser à 1 an ou 2 ans toute une série de propositions qui pouvaient être prises dans les mois à venir. Mais c'est également le cas, effectivement, de la FEP, qui est finalement le lobby des grandes multinationales françaises et des multinationales étrangères présentes sur le sol français, qui ont fait un document absolument génial qui explique par A plus B, effectivement, toutes les mesures sur le plan de la régulation financière, sur le plan de l'amélioration des enjeux liés, y compris à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, mais également toutes les politiques climatiques qui étaient plus ou moins dans les tuyaux, de repousser cela parce que ces entreprises, il faut d'abord les sauver, il faut d'abord sauver leur marché. Voilà, c'est ça le discours. Et effectivement, la jonction des deux, la jonction d'un manque de volonté politique du Conseil européen, des États membres, avec ce lobbying relativement fort et puissant des multinationales et une Commission européenne qui est prête à lâcher parce qu'elle considère également qu'il faut d'abord sauver le capitalisme européen avant d'éventuellement lui donner un tournant vert. Ceci conduit à effectivement une difficulté extrêmement forte aujourd'hui et on va voir dans les semaines prochaines que toute une série de décisions seront reportées. Le problème est que tout cela n'est pas vraiment visible. Tout cela se passe derrière des couloirs obscurs. On a encore moins capacité, nous les ONG, à suivre cela de manière extrêmement précise puisque ça se passe sans notre capacité d'expertise habituelle derrière des portes closes. Et par ailleurs, il se trouve, et c'est quelque chose d'extrêmement problématique qui s'est passé cette semaine, qu'un certain nombre de leaders politiques, comme Pascal Canfin, donc, qui est le président de la commission écologie du Parlement européen, qui a finalement proposé à toute une série de PDG d'entreprises qui sont partie prenante de ce lobbying forcené contre les régulations vertes, qui leur a proposé finalement la possibilité de s'exprimer publiquement dans une tribune qui dit qu'il faut un plan vert, un plan de relance vert en Europe. Et donc là, on a des PDG qui disent cela dans une tribune dans le monde et dont les multinationales sont engagées par le lobbying de Business Europe ou de la FEP auprès de la Commission européenne pour repousser toutes les petites mesures prévues par la Commission au calendrier grec. Et donc c'est ça qui est problématique aujourd'hui en ce moment, c'est que donc du coup il y a un décalage réel entre la réalité de ce qui se passe en termes de lobbying derrière les portes closes ou derrière les Zoom ou les Skype clos auxquels on n'a pas accès et l'affichage médiatique d'un certain nombre de multinationales pour dire regardez, on a fourni des masques, regardez, on a fourni du gel, regardez, on est pour une relance verte. Et dans la réalité, ce qu'ils veulent, c'est sécuriser leur marché, ne pas payer d'impôts, ne pas être contraints par des régulations
à l'avenir. Parce que justement, vous me parlez de cette tribune dans le journal Le Monde, mais dedans, on parle, les signataires parlent d'une alliance européenne des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des dirigeants financiers pour une relance verte. Vous y croyez pas. Vous dites ce n'est pas possible, ce n'est pas avec ces personnes-là qu'on peut aujourd'hui relancer la transition écologique. En tout cas, c'est l'alliance qui aujourd'hui dirige pour partie l'Union européenne. Il y a un certain nombre de gens qui ont signé cette tribune. On peut se demander ce qu'ils font là. Des gens qui ont pu appartenir, y compris aux mouvements sociaux, comme la Route-Roux ou comme quelques autres leaders des partis verts européens. Mais par contre, c'est l'alliance, effectivement, de la Commission européenne, du business et de ceux qui dirigent l'Union européenne, une alliance entre les libéraux, conservateurs, principalement, qui disent qu'effectivement, d'abord, la priorité numéro un, ça va être quand même de sauver le capitalisme. Donc, eux l'habillent et disent que ça va être un plan de relance verte, mais avec ces gens-là, on sait qu'on n'aura pas très peu de verre. On sait que ce qui va compter, c'est d'abord de sauver toutes les entreprises qui sont aujourd'hui au bord de la faillite, à commencer par le secteur aérien, demain le secteur automobile, et on sait qu'en même temps, le secteur automobile est en train de plaider sa cause pour que toutes les régulations qui devaient accroître, par exemple, le niveau d'exigence en termes d'émissions de polluants, c'est-à-dire baisser les normes ou les augmenter pour qu'il y ait moins de polluants qui soient relâchés dans l'atmosphère par véhicule, eh bien, le secteur automobile fait pression pour que ces normes-là ne voient pas le jour ou soient revues dans les mois à venir. Donc, on a une conjonction, effectivement, de forces qui vont conduire, s'il n'y a pas une forte mobilisation des mouvements sociaux, une forte mobilisation des gauches syndicales, politiques, associatives, mouvementistes et finalement de la société dans son ensemble pour exiger plus jamais ça, comme le titre de la pétition de toute une série d'organisations de la société civile. Et ce plus jamais ça, c'est pas simplement sur la crise sanitaire ou la crise économique, c'est qu'à un moment donné, il faut traiter les causes qui sont à l'origine de cette crise multidimensionnelle à laquelle nous faisons face. Les sapeurs-pompiers le savent bien. Quand vous faites face à un feu, vous devez à la fois éteindre l'incendie et tarir les causes qui pourraient générer sa reprise, même si c'est un peu ailleurs et tout cela. Donc, il faut traiter la crise écologique et c'est une opportunité incroyable que nous avons aujourd'hui de pouvoir la traiter, de pouvoir justement apporter des réponses qui soient à la hauteur des enjeux. Les États, les pouvoirs publics sont en train de mettre des milliards et des milliards d'euros dans l'économie réelle et l'économie financière. Toutes ces interventions économiques massives pourraient être conditionnées à des politiques de reconversion industrielle, des politiques de reconversion écologique et sociale. Et c'est un levier formidable qui peut être utilisé aujourd'hui. On le voit, malheureusement, ni en France, ni à Bruxelles, ni à Berlin, ni dans une majorité de pays européens, il y a la volonté de conditionner ces aides, de conditionner cette intervention. Et donc, du coup, c'est d'abord business as usual, sauvons le système économique tel qu'il existe alors qu'il nous a conduit dans l'impasse, et après, nous verrons bien ce que nous pourrons faire en matière écologique. Cette dissociation temporelle entre les deux est un danger mortifère auquel nous faisons face. Parce que justement, dans votre pétition, vous dites qu'il faut utiliser les 750 milliards d'euros de la BCE pour les besoins sociaux et écologiques plutôt que pour le marché financier. Aujourd'hui, vous y croyez vraiment que la BCE puisse accepter Non, aujourd'hui, la BCE n'y tient pas, mais l'ensemble des pays membres n'y tiennent pas non plus. Il y a clairement le refus. Il y a un double refus au niveau de la BCE. Il y a clairement le refus de revoir cette politique qu'on appelle politique de quantitative easing, c'est-à-dire d'acheter sur les marchés financiers n'importe quel titre financier qui nous passe sous la main pour mettre des liquidités dans le système. La BCE, enfin, on appelle ça finalement, c'est une forme de neutralité d'intervention. On achète n'importe quel titre. Les titres de Total, comme les titres éventuellement des énergéticiens verts, quel que soit ce qui est produit. Voilà. Une des exigences des mouvements sociaux, c'est de dire non. À la limite, si vous voulez intervenir sur les marchés financiers, n'intervenez pas, n'achetez pas tout ce qui est du ressort de l'économie brune, de l'économie qui est nocive pour la planète et pour les habitants. Ça, c'est une première exigence que la BCE ne veut pas mettre en exécution du tout, alors que ça fait des années que c'est proposé par les mouvements sociaux. Et la deuxième chose qui serait exigible et qui est portée par nos organisations, par toute une partie des gauches syndicales, sociales, associatives et politiques, c'est d'exiger que la BCE n'intervienne pas simplement sur les marchés financiers, mais qu'elle soit en mesure d'organiser la solidarité financière à l'échelle des pays de la zone euro, et notamment en mettant des dettes en commun
euh, d'une manière ou d'une autre qui permettrait finalement de desserrer les taux financiers au niveau des gouvernements, au niveau de chaque pays, pour pouvoir financer des politiques bien plus ambitieuses, que ce soit sur le plan social, économique, sanitaire, mais également écologique. Et ça, elle s'y refuse. Et par ailleurs, il y a effectivement un bloc majoritaire au sein, y compris du Parlement européen et des États membres, pour s'y opposer. Ce jour, vendredi, par exemple, au sein du Parlement européen, il a été impossible d'intégrer l'exigence de mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle les Corona Bonds, qui consisterait à ce que soit possible d'émettre ensemble des obligations qui contribueraient de fait à mettre ensemble une partie des dettes. On préconise deux transformations fondamentales de la politique de la BCE. Aujourd'hui, la BCE, avec ses 750 milliards d'euros, elle achète des titres sur les marchés financiers. Elle achète des titres de Renault, d'Air France, de toutes ces multinationales qui sont par ailleurs polluantes, extrêmement nocives, qui créent de l'emploi, mais qui créent des emplois qui sont finalement non soutenables dans le temps. Et donc nous préconisons deux choses. Un, qu'elle arrête d'intervenir sur les marchés financiers, parce que ça ne fait qu'alimenter une bulle financière qui entretient effectivement le prix des actions et des obligations sur les marchés financiers, mais est-ce que c'est ça l'enjeu? Ou est-ce que l'enjeu, c'est plutôt de venir effectivement en aide aux populations et financer des besoins qui sont réels et qui sont des besoins sociaux, écologiques, sanitaires. Et donc, du coup, en disant qu'on ne veut plus que les 750 milliards d'euros promis par la BCE aillent sur les marchés financiers, mais financent des activités écologiques et sociales, on veut deux changements, que cette politique de quantitative easing s'arrête, ou qu'à minima, elle soit limitée aux seuls secteurs qui ne sont pas nocifs pour le climat, ce qui en réduit de manière conséquente l'ampleur, c'est-à-dire on exclut toutes les boîtes et toutes les entreprises nocives. Et par ailleurs, donc du coup, on propose de basculer effectivement ces 750 milliards d'euros sur le financement d'activités et qui soient sociales et écologiques et qui financent directement les populations. Pour cela, la BCE doit changer effectivement sa doctrine et il faut que les États membres, membres de l'Eurogroupe en soient d'accord, c'est-à-dire que finalement la BCE finance soit les collectivités territoriales directement, soit les États, et ça ce serait un changement de doctrine extrêmement fort de la BCE. Et de fait, ça reviendrait à construire de la solidarité financière au sein des États membres. C'est clairement pas la logique actuelle, et c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous exigeons comme un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas finalement 2, 3, 4 Europes qui se constituent, avec les pays du Sud fortement impactés par le Covid, fortement soumis à des diktats financiers importants, des taux d'intérêt plus élevés que dans notre pays, mais qu'on crée de la solidarité financière entre tous les États. Pour l'instant, bien entendu, les États du Nord, notamment, n'en veulent pas. Alors, vous avez mentionné le Green Deal européen. Est-ce qu'on peut baser des espoirs là-dessus? Alors, on ne parle pas de Green New Deal européen, mais de Green Deal, parce que le New a sauté dans la proposition de la Commission européenne. C'est clairement pas la position de la gauche américaine ou de la gauche britannique qui a été reprise dans la proposition de la Commission européenne. Ce Green Deal européen, il a quand même dans le discours une ambition majeure, c'est de s'assurer que l'ensemble des politiques européennes soient revues à l'aune de l'impératif climatique et écologique. Et toute la question est de savoir quelle sera l'ampleur de cette revoyure des politiques existantes et des politiques qui vont être menées dans les années à venir. Nous considérons et nous sommes assez sceptiques effectivement sur la volonté réelle de la Commission européenne et des États membres de s'assurer que les objectifs, par exemple, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection de la biodiversité, de transformation extrêmement profonde de cette machine à réchauffer la planète qu'est l'économie mondiale, qu'est l'économie européenne, soient réellement mises en œuvre. Par exemple, la Commission européenne est en ce moment même, pendant que nous discutons, en train de négocier de nouveaux accords de commerce avec la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Néanmoins, la volonté de la société civile, des organisations non gouvernementales, des mouvements sociaux, a été de dire on est très attentif à ce que vous proposez du point de vue du Green Deal, mais nous vous reprenons au mot. Quand vous dites que vous voulez revoir toutes les politiques européennes à l'aune de l'impératif climatique et écologique, eh bien, nous le tenons pour dit et nous allons vous tenir au basque pour exiger qu'effectivement vous soyez à la hauteur de cet enjeu-là et pas simplement en train de repauliner en vert des politiques passées qui sont foncièrement productivistes et néolibérales et qui sont des politiques qui sont contraires
à cet impératif écologique et social. Ces éléments que vous mettez en avant ne sont pas présents aujourd'hui dans le Green Deal européen, ou ce sont des éléments qu'on retrouve quand même dans l'ambition européenne qui est affichée? Pour la majorité, ce sont des éléments qui sont absents de la politique européenne, mais ce sont des éléments qui sont absents de la politique de tous les gouvernements européens, et y compris du gouvernement français. Nous parlons, nous, de relocalisation écologique et solidaire, avec une forte connotation de solidarité internationale, c'est-à-dire qu'on ne veut pas relocaliser que des activités en France. Il faut que demain, l'ensemble des pays de la planète puissent le faire. Et il faut que nous arrêtions, nous, de nous gaver de ressources naturelles qui sont extraites dans les pays du Sud, au prisme d'un colonialisme par ailleurs teinté d'extractivisme des ressources, qui est toujours extrêmement présent. Donc si on doit relocaliser des activités pour qu'il n'y ait pas une décroissance des flux de matière, des pollutions, cette relocalisation ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que la proposition aujourd'hui à la fois des États européens, mais également de la Commission européenne en matière de relocalisation et de transformation finalement de la mondialisation? C'est simplement relocaliser ce qu'ils appellent les activités stratégiques. C'est finalement du patriotisme économique, que ce patriotisme soit français ou européen. C'est de dire, bon, effectivement, vis-à-vis de l'opinion publique, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à produire l'ensemble de nos biens médicaux, des médicaments à l'autre bout de la planète. Il faut les rapatrier. Nous, ce n'est pas ça que nous disons. Nous disons qu'effectivement, il faut sans doute rapatrier la production de médicaments, mais il faut rapatrier bien plus. Et surtout, il faut donner la possibilité aux pays, notamment du Sud, de pouvoir, si ce n'est produire l'ensemble de ce dont ils ont besoin, également avoir accès à, par exemple, aux médicaments. Je ne suis pas sûr que la volonté de la Commission européenne aujourd'hui soit demain de lever les brevets et les droits de propriété intellectuelle qui existent sur, par exemple, les médicaments pour que les pays du Sud y aient un accès plus favorable. Voilà, nous, ce que nous portons, cette relocalisation écologique et solidaire, elle est avec une volonté d'interroger de manière extrêmement forte le contenu des productions. Nous ne devons pas tout reproduire comme c'était avant. Il y a des obligations de réduction des ressources naturelles qu'on devons utiliser et des impacts sur l'environnement. Et par ailleurs, il faut permettre à l'ensemble des populations de la planète d'avoir accès aux ressources dont elles ont besoin et nous d'arrêter de spolier les ressources de l'ensemble des pays du Sud comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est le monde d'après, du coup, selon vous, à quoi il ressemble? Le monde d'après, il se construit aujourd'hui. Quand on décide d'aider Air France sans condition, on est en train d'essayer de faire en sorte que le jour d'après ressemble au jour d'avant. Et donc, du coup, il n'y aura pas finalement de jour d'après. Aujourd'hui, les gouvernements européens sont en train de penser leur intervention comme si la crise du Covid était une parenthèse qu'il fallait refermer et que finalement le jour d'après soit relativement conforme au jour d'avant. Ça, si on les laisse faire, on n'aura pas de jour d'après. On aura simplement la prolongation de politiques néolibérales, austéritaires, extrêmement problématiques et extrêmement mauvaises pour les populations et la planète. Nous, ce que nous proposons, ce que nous demandons, c'est effectivement quelque chose qui pourrait se résumer autour de 3-4 points. La première chose, c'est une relocalisation écologique et solidaire des activités de façon à satisfaire les besoins essentiels des populations qui permettent de faire décroître de manière extrêmement forte les flux de ressources et de marchandises qui sont échangés à travers la planète. Et donc, du coup, les impacts sur l'environnement, mais qui permettent également donc, aux populations de reprendre la main sur ce qu'elles produisent, le sens du travail, pourquoi on produit telle chose et pas telle autre, et quels besoins satisfaire. Donc il y a une exigence qui est à la fois démocratique et sociale là-dedans. La deuxième chose, la deuxième exigence, ce que nous portons, c'est de dire que finalement, ceux qui nous soignent, ceux qui permettent que nous vivions, les paysans, ceux qui satisfont les éléments essentiels dont nous avons besoin sont finalement plus importants que les traders, que celles et ceux qui finalement s'accaparent une part des richesses simplement parce qu'ils sont en position de force du point de vue des marchés financiers ou du point de vue de la possession des moyens de production. Et donc du coup, il y a un basculement à la fois des valeurs, mais aussi des rapports de force internes au capitalisme qu'il faut absolument transformer et qui conduiront d'une certaine manière à minorer les rapports capitalistes pour leur laisser plus de place à des rapports sociaux complètement différents et rénovés. Et la troisième chose qui est absolument fondamentale, c'est une transformation démocratique. On ne peut pas vivre dans ce monde de demain avec des institutions qui ont été accaparées par des intérêts privés et qui ne défendent finalement les intérêts que de quelques-uns, que d'une classe
dirigeantes finalement extrêmement limitées et les intérêts de grands groupes économiques et financiers qui, de fait, vivent dans une quasi-totale impunité à l'échelle planétaire, puisqu'ils ne sont pas responsables des agissements que peuvent avoir leurs filiales à l'autre bout de la planète. Et donc cette transformation démocratique ne doit pas être simplement une transformation des institutions, mais également des pratiques, et finalement, donc, du coup, de s'assurer que les populations reprennent la main sur leur avenir. Alors c'est extrêmement ambitieux tout cela, et c'est nécessairement un processus qui doit se faire par étapes. Mais les crises, les moments de chamboule-tout, comme actuellement, sont à la fois un moment extrêmement difficile à vivre, mais une opportunité pour faire cela. Parce que l'opinion publique reçoit en pleine face ce qu'est la situation actuelle, la mondialisation telle qu'elle existe. C'est un révélateur aux yeux du plus grand nombre, et on le voit, tous les sondages le montrent, toutes les opinions publiques le montrent, il y a une aspiration à transformer beaucoup de choses dans la population. Et la question qui nous est posée à nous, les forces de gauche, politiques, syndicales, associatives, citoyennes, qu'on se sente de gauche ou pas de gauche, peu importe, ceux qui veulent essayer d'améliorer la situation, c'est est-ce que nous sommes effectivement suffisamment, j'allais dire, habiles, pour reprendre un terme qui est plutôt le leur, pour se saisir de cette situation et proposer des transformations qui soient à la hauteur des enjeux, ou est-ce que finalement, parce qu'on va considérer que chacun a la meilleure proposition, on va plus se battre entre nous et on va laisser le champ à deux autres options. La première, c'est le néolibéralisme tel qu'il existe, teinté d'autoritarisme toujours plus fort, et qu'on va les laisser déployer leur agenda pour les mois et les années à venir, que je décrivais tout à l'heure. Ou après, il y a encore une option alternative qui est sur la table, qui est celle portée par les Trump, Boris Johnson, Marine Le Pen et compagnie, et qui est celle de considérer que la solution à tous les problèmes, c'est de plaquer l'ensemble des sujets sur la réalité des frontières nationales, sans transformer quoi que ce soit du point du capitalisme qui existe à l'intérieur même du pays. Non, cette solution-là, elle est mortifère, elle va conduire à la guerre de tous contre tous, et donc du coup, voilà, nous avons une responsabilité historique en tant que, et vous l'appelez comme vous voulez, les gauches, peu importe, le mouvement altermondialiste, tous ceux qui aspirent à un autre monde, de faire en sorte que nous soyons en mesure de peser sur la situation pour que nos solutions ne soient pas repoussées d'une main, mais deviennent majoritaires parce qu'elles le sont dans la population aujourd'hui pour une grande part d'entre elles, et que demain elles soient en mesure effectivement de peser sur le cours des choses. Je vous remercie Maxime Combes. Pour retrouver la pétition d'ATTA qui est co-signée par un certain nombre d'autres organisations dont on vient de parler, c'est notamment sur leur site france.attac.org. La pétition s'intitule « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après ». Elle fait suite à une tribune publiée sur France Info, « Plus jamais ça, préparons le jour d'après ». Ce qui est certain, c'est que ce jour d'après, beaucoup cherchent à l'imaginer et se mobilisent pour qu'il corresponde à ce qu'ils attendent.